Et donc, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle audition de la commission d'enquête citoyenne. Alors, aujourd'hui, on a le plaisir d'auditionner Monsieur Frédéric Perrin, qui est donc président du syndicat des pompiers et des agents des services départementaux d'incendie et de secours, CFTC, qui est donc un des syndicats des sapeurs-pompiers et des agents des SDIS. Merci d'avoir accepté de participer à cette audition. Je vous laisse la parole pour introduire et puis après, je vous poserai quelques questions. Bien oui, bonjour Monsieur le député. Merci d'avoir fait appel à notre syndicat pour une audition concernant cette crise Covid. Donc effectivement, le SPAS 10 CFTC fait partie des 9 organisations syndicales des sapeurs-pompiers de France et représente l'ensemble du monde sapeurs-pompiers et les agents des SDIS, puisque effectivement la population voit souvent les petits hommes bleus en tenue dans les camions rouges, mais vous n'imaginez pas le nombre de personnes en arrière-plan, dans les services, dans les bureaux, qui travaillent en soutien de toutes nos missions. Donc voilà, il faut le souligner aussi, parce que c'est souvent des gens qui travaillent dans l'ombre dans nos services d'incendie et de secours, mais qui ont une part très prépondérante dans cette gestion de crise. Et on va y revenir, je pense, au cours de cette audition. Donc voilà, je vous remercie pour cette audition et puis je suis tout ouvert à vos questions. D'accord. Alors, récemment, j'ai eu l'opportunité de rencontrer vos collègues du département du Lot et ils avaient utilisé cette formule et ils disaient on est un petit peu les couteaux suisses de la société finalement et on a l'impression qu'on sert parfois à boucher des trous un peu partout. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est de manière générale, mais en particulier dans cette situation et face à cette pandémie, quels sont les rôles finalement qu'exercent les sapeurs-pompiers et les agents des SDIS? Aujourd'hui, les SDIS sont mis à forte contribution dans cette gestion de crise Covid. Alors, on observe une baisse du nombre d'interventions, je dirais, courantes. C'est-à-dire les interventions qu'on faisait avant cette crise au quotidien. Ce nombre d'interventions, effectivement, a chuté environ de 35-40% sur l'ensemble du territoire. Pour le coup, par contre, on est très engagé sur le transport, la prise en charge de personnes malades ou de personnes suspectes d'être infectées par ce virus Covid, CoV-SRAS-2 pour être exact en termes scientifiques. Donc, pour rejoindre ce que disaient mes collègues du Lot, on fait souvent appel à nous. Là, on se rend compte que les ARS, la santé, c'est très vite fait déborder par la situation, que l'hôpital et les différents plans que le ministère de la Santé a mis en place depuis des décennies et aujourd'hui met à mal en fait cet état-providence, puisque c'est le terme approprié aujourd'hui. On voit bien que cet état-providence a vraiment comment je dirais, gravement subi de par tous les plans qui ont été mis en place ces dernières décennies. Et les pompiers, quoi qu'il arrive, quand d'autres services ne répondent plus, et là, c'est le cas de la santé qui a eu du mal à faire front, à faire face, on était encore là et on sera toujours là, parce qu'effectivement, les pompiers, c'est 45 000, 47 000 pompiers professionnels sur le territoire, c'est un peu plus de 200 000 volontaires qui nous supplient avec nous. Et derrière ça, on est présent dans tous les territoires les plus reculés de France aussi. Donc, on a un maillage qui est très intéressant, mais qui est malheureusement, encore une fois, au travers de cette crise, parfois un manque de reconnaissance. Et puis, dans la gestion de cette crise, on pourra faire un bilan après, a posteriori, mais on se rend compte que les SDIS ont encore été un peu mis à l'écart par rapport à cette gestion, alors qu'en fait, on a une capacité de frappe et de réponse qui est quand même non négligeable. Et on en a fait la preuve depuis le début de cette crise. Donc, le couteau suisse, effectivement, c'est la formule bien appropriée, parce que quand on ne sait plus à qui appeler comme service, on fait le 18 ou le 112, et puis là, on est sûr qu'il y a quelqu'un qui va répondre, et on est quasiment sûr derrière qu'il y a une équipe qui va intervenir, même si effectivement, on n'est pas dans le cadre de nos missions. Aujourd'hui, cette crise, on est en plein dedans. On a des secteurs qui ont été très impactés. Moi, personnellement, j'habite dans le Grand Est, en Haute-Marne, et mes collègues alsaciens ont subi de plein fouet cette crise. L'Île-de-France a été très impactée. Les Hauts-de-France aussi font partie des foyers infectieux assez forts. Sur l'ensemble du territoire, on retrouve des cas partout, y compris en Outre-mer. Et l'Outre-mer, avec la complexité de la distance justement géographique, on connaît les moyens en renfort qui ont été envoyés. Mais pour vous imaginer que les pompiers sont très présents sur l'ensemble du territoire et sont en première ligne, quoi qu'on entende, quoi qu'on en dise, quel que soit le manque de reconnaissance, parce qu'effectivement, il a fallu quand même rappeler que
Pour emmener des gens à l'hôpital, il faut des moyens de transport. Et puis, quand les ambulanciers privés ne peuvent plus répondre parce que la situation est grave et puis que les services sont débordés, les pompiers étaient là aussi pour répondre et pour prendre en charge ces patients qu'il fallait absolument emmener en unité de soins hospitalière pour qu'ils soient pris en charge dans des conditions optimales. Donc, les pompiers sont là. Tous les services, dans les services d'incendie et de secours, vous avez différents services. C'est une vraie organisation militaire. Y compris un service qui est peut-être peu connu du grand public, mais on a des médecins, on a des infirmiers, on a des sapeurs-pompiers, pharmaciens, donc qui ont une tenue comme nous, mais qui sont spécialisés dans le domaine médical, paramédical, et qui, bien entendu, alors là, pour le coup, ont été très sollicités et ont répondu très favorablement. Alors, l'inconvénient, c'est que notre service de santé et de secours médical est un peu à l'image de l'organisation de nos structures, c'est-à-dire qu'il y a des pompiers dont c'est le métier, c'est des professionnels, et puis nos collègues sapeurs-pompiers volontaires, quand ils sont infirmiers ou médecins, ils sont souvent déjà engagés dans leur propre milieu professionnel, et quand il leur reste du temps, ils viennent donner du temps pour les services d'incendie. Or, vous imaginez bien que, et vous le savez mieux que moi, que les services de santé ont été sursollicités et le sont encore, et ce n'est pas fini. Donc, effectivement, c'est le 3SM, ce qu'on appelle chez nous, plutôt professionnel, qui a fait face, mais qui a fait face avec brio, qui n'a pas compté ses heures, qui ne compte pas ses heures, qui fait aussi tout le suivi, parce que malheureusement, vous l'imaginez bien, on a des collègues qui ont été aussi contaminés, qui se sont retrouvés isolés, qui se sont retrouvés malades, qui sont actuellement en soins, voire en convalescence. Et je peux vous garantir, de par les témoignages que j'ai de mes collègues, que cette maladie, elle est foudroyante, qu'elle vous met à plat. Et pour l'instant, je n'ai pas de cas personnel connu qui a été intubé, mais ne serait-ce que bien malade, bien fiévreux et comment je dirais, alité à domicile, les collègues ont vraiment du mal à un retour à une vie normale parce que ce virus est vraiment très agressif. Donc, la médecine professionnelle qu'assurent nos services de santé au sein de nos SDIS, on l'exerce en notre sein, en fait, dans nos murs. Donc voilà, en fait, les SDIS, les pompiers, les couteaux suisses de la nation sont présents, répondront toujours parce que ça fait partie de nos missions. On nous sollicite même, comme je disais, sur des missions qui ne sont pas forcément les nôtres, mais parce qu'on fait preuve de résilience, parce qu'on sait s'adapter, parce que dans nos missions autres, on parle de NRBC, nucléaire, bactériologique, chimique. Effectivement, toutes ces méthodes, toutes ces techniques d'intervention, on les connaît, on est entraîné, on est équipé. Même si on reviendra aussi sur le matériel, on a eu quelques soucis dans certains endroits, et on l'a encore. Mais on sait faire face à des situations d'infectiologie grave. Là, le problème, c'est qu'on est obligé de s'inscrire dans la durée et que on se rend compte que la nation, que nos services, que notre collectivité n'est pas forcément armée, organisée, équipée pour faire face à une crise d'une telle ampleur. Voilà. Donc, dans l'ensemble, on sait faire face. On fera un bilan après coup, même si on le fera le plus tard possible, puisqu'il faut vraiment tout prendre en compte. Mais aujourd'hui, on est présent. On est également très sollicité. Et c'est vrai que les pompiers ont eu du mal au début de ne pas être reconnus comme l'a été le service de santé ou quelques autres services. On est vraiment en première ligne. Et malheureusement, aujourd'hui, on commence à compter nos collègues qui sont malades et qui sont en train de se soigner. D'accord, merci pour votre réponse. Vous avez raison, ça permet peut-être de corriger ça et de rendre hommage aussi à toutes ces personnes qui sont en première ligne et dont on n'a pas forcément beaucoup parlé. Alors, vous avez ouvert pas mal de questions dans votre intervention. Vous l'avez un peu évoqué, mais ma première question, c'était un peu quelle est l'organisation en fait dans cette situation actuelle, notamment du fait des différents statuts qui peuvent exister. Alors, vous disiez c'est d'abord en première ligne les pompiers professionnels, mais peut se poser la question, par exemple, de savoir si les pompiers volontaires, quand ils ne sont pas par ailleurs monopolisés ou utilisés dans les systèmes de soins, mais est-ce qu'ils sont soumis aux difficultés du confinement, donc est-ce qu'ils continuent à participer aux activités? Est-ce qu'il y a une branche militaire aussi qui est associée chez les sapeurs-pompiers? Voilà. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un peu les tâches que vous avez décrites, qui c'est qui les réalise et comment les différents statuts de pompiers s'articulent dans la période? Pour déjà parler des sapeurs-pompiers sous statut militaire, la ville de Paris et les 3 départements de la Petite Couronne sont concernés par la couverture militaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Donc, effectivement, c'est 7500 hommes qui sont répartis dans plus de 80 casernes sur Paris, l'île et la Petite Couronne. Donc, les missions sont les mêmes que pour le reste des sapeurs-pompiers de France. Vous avez également le bataillon marin des pompiers de Marseille, qui est une unité militaire. Mais là aussi, ils interviennent exactement
comme nous, quasi avec les mêmes matériels que nous. Effectivement, après, sur le reste du territoire français, vous avez, comme je vous l'ai rappelé, 45-47 000 pompiers professionnels, dont c'est le métier, qui travaillent en caserne, qui donc effectuent des gardes, ce qu'on appelle gardes postées, et qui interviennent à l'instant T, dès l'instant où une intervention tombe, ils partent. Enfin, dès l'instant où une intervention est enregistrée, pardon, ils partent. Je suis désolé, je parle un peu dans mon jargon de pompier parfois. Les sapeurs-pompiers volontaires, eux, sont effectivement des gens qui ont une activité professionnelle à côté. À noter que beaucoup de pompiers professionnels, leurs jours de repos, sont également pompiers professionnels dans leur commune voisine, dans la commune voisine, parce qu'ils n'habitent pas forcément dans la même ville que là où est positionnée leur caserne de pro. Donc, on a beaucoup de pompiers professionnels qui également donnent du temps en dehors de leur garde pour rester sapeurs-pompiers volontaires et filer un coup de main dans les petites casernes rurales sur le reste du territoire français. Donc, c'est là où la difficulté pour l'organisation des SDIS, elle est accrue, parce que, je vous l'ai dit, les pompiers volontaires ont une activité professionnelle autre. Bon, certains se retrouvent en chômage technique et tout, donc du coup se retrouvent disponibles, et c'est tant mieux parce que du coup ça nous permet d'avoir des effectifs supplémentaires, mais on les expose quelque part aussi à cette maladie, et on pourrait mettre à mal l'activité économique, la reprise économique à partir du 11 mai, parce que si on a, de par les missions de sapeurs-pompiers volontaires, infecté une partie de la population et du coup empêché, alors vous savez, vous connaissez le territoire français, à la sortie du village ou de la commune, il y a une usine, et puis tous les gars bossent à cette usine-là, puis une partie est pompier. Puis imaginez que cette caserne-là soit infectée parce qu'effectivement, ils ont mal été protégés, ils n'ont pas suffisamment été, comment je dirais, ils n'ont pas eu de tenue adéquate pour intervenir, et c'est le cas dans certains secteurs. Et puis du coup, on a infecté une partie de ces pompiers volontaires. Imaginez que la reprise pour cette usine dans quelques jours, elle sera peut-être compliquée parce que malheureusement, ces collègues-là sont malades. Donc, c'est là où nous, on tire une sonnette d'alarme en disant attention, la sécurité civile en France, elle repose sur le volontariat, certes, c'est l'histoire de l'Organisation de la sécurité civile qui veut ça, mais on se rend compte de plus en plus. Alors, avant cette crise, on avait déjà une crise des vocations, ce qu'on appelait ça. On avait du mal à recruter des pompiers volontaires, et on se rend compte qu'avec cette crise, on fragilise d'autant plus le vivier de sapeurs-pompiers volontaires, et on pourrait derrière impacter l'activité économique de façon non négligeable, parce que au travers de leur activité de volontariat, ils se retrouvent malades, ils se retrouvent infectés, du coup, ne peuvent plus reprendre leur activité professionnelle. Vous avez le cas aussi des pompiers volontaires qui sont artisans, commerçants, donc qui travaillent à leur compte, profession libérale, et qui là aussi pourraient se retrouver malades, et puis du coup ne pas reprendre leur activité. On connaît tous les chiffres sur la baisse d'activité, sur cette crise financière qui se programme derrière. Bon, voilà, on en est tous conscients, mais il ne faudrait pas rajouter une crise à la crise, j'ai envie de dire. Donc, la sécurité civile a besoin de stabilisation, a besoin d'avoir des effectifs pro. Et c'est ce qu'on réclamait justement l'année passée, en 2019. Il y avait un gros mouvement social en France chez les sapeurs-pompiers professionnels. C'était déjà pour alerter nos pouvoirs publics sur ces situations d'effectifs qui, dans certains secteurs, étaient très tendues. Cette sursollicitation opérationnelle, sans parler de cette crise aujourd'hui, mais déjà à l'époque, dans certaines casernes, et on n'était plus assez nombreux pour intervenir. Les sapeurs-pompiers volontaires qui viennent en renfort sont de moins en moins nombreux malgré les chiffres, et on a du mal à maintenir des effectifs dans certains endroits, et du coup on a des pompiers professionnels qui sont sursollicités, qui explosent leur compteur de temps de travail tout simplement, et puis qui demandent à ce qu'on ait des embauches, à ce qu'on ait de la reconnaissance, et est-ce que si vous voulez que cet État-providence vous protège tout autant qu'il vous protégeait il y a quelques années, remettez un peu d'ordre là-dedans, recrutez, parce qu'effectivement, aujourd'hui, les gens n'ont plus les mêmes ambitions, les mêmes engagements qu'il y a peut-être 10 ou 15 ans. Le monde associatif souffre. Le volontariat repose un peu sur une image associative, j'ai envie de dire. On vient chez les pompiers volontaires parce qu'on a envie d'y être, mais c'est contraignant. Vous avez votre vie privée, vous avez votre vie professionnelle, votre vie familiale, et en plus de ça, votre vie en tant que pompier volontaire. Donc effectivement, on sent que la crise des vocations est grandissante. Aujourd'hui, en plus d'une crise des vocations, on a une pandémie. On sait pertinemment que ces difficultés, dans l'avenir, on rencontrera d'autres crises sanitaires, d'autres pandémies. On était beaucoup font le lien, le pendant sur le manque de matériel, par exemple, avec la dernière crise connue en France, qui était le H1N1 en 2009.
Sauf qu'on se rend compte que 11 ans après, où sont passés les stocks? Nous, les SDIS, on n'a pas forcément su garder en mémoire comment je dirais, cette époque-là et les bonnes pratiques. Et du coup, on réinvente tout aujourd'hui. Et puis, on est tout le temps dans la remise en cause. Voilà, il nous manque des plans, il nous manque des plans de continuité, il nous manque des plans d'action, il nous manque des plans de gestion de crise. Aujourd'hui, la sécurité civile en France, elle est organisée sur une loi qui date de 2004. On est en 2020. Et j'ai envie de dire que 2020, vu la situation, c'est déjà fini. Il faut penser à 2021 et à l'après. Il faut réécrire absolument une loi qui intègre une nouvelle organisation de la sécurité civile, qui donne aux collectivités locales, puisqu'on est géré par les collectivités locales, qui donne les moyens à ces collectivités locales d'assurer la continuité de service des services d'incendie et de secours, de la sécurité civile en France. Et qui nous permet aussi d'avoir des plans d'action, des plans de réaction, des plans de gestion dans la durée, dans la continuité, en faisant le rétex, ce qu'on appelle chez nous, le retour d'expérience de ce qu'on vient de vivre, de ce qu'on a vécu aussi en 2009, parce que moi, en 2009, j'étais déjà sapeur-pompier professionnel et on avait déjà appliqué certaines mesures barrières, on avait déjà modifié certaines méthodes d'intervention. Aujourd'hui, il faudra même réfléchir à avoir des véhicules spécifiques pour des transports sanitaires à risque, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait appel à l'imprimeur 3D du coin pour aménager la cellule, ce qu'on appelle l'arrière de l'ambulance, là où le brancard permet d'allonger une victime, voilà, pour qu'on ait une protection entre la victime et les intervenants, alors que ça, j'ai envie de dire, en 2020, on ne devrait même plus y réfléchir. C'est du matériel qui devrait déjà être affecté dans nos engins. C'est des engins qui devraient être spécifiquement aménagés pour ça, mais en 2020, on se pose encore la question. Le point d'orgue de tout ça, c'est la finance, c'est les économies. On fait des économies partout, sauf que là, on fait des économies sur la santé et sur la prise en charge sanitaire de la population. Et du coup, on expose la population à des nouveaux dangers parce qu'on n'est pas en mesure de les prendre en charge de façon convenable. Donc aujourd'hui, on s'adapte. Aujourd'hui, on équipe. Aujourd'hui, on achète des rideaux de douche pour faire des séparations dans l'ambulance. On fait construire des petits crochets. On fait imprimer en 3D des petits crochets pour assurer une protection entre les pompiers dans l'ambulance et la victime. Mais c'est des sujets dont on ne devrait même plus parler et sur lesquels on aurait dû évoluer déjà depuis quelques années, puisque on aurait dû tenir compte des précédentes crises. Et avant 2009, il y en a eu d'autres. L'histoire nous le rappelle. Et là, bizarrement, les scientifiques se replongent dans l'histoire. Moi, je lisais encore un compte-rendu d'un médecin qui est aujourd'hui en retraite, mais qui se rappelle d'une grippe espagnole ou qui se rappelle d'une grippe asiatique dans les années 70, qui a malheureusement fait beaucoup plus de morts qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il y a moins de morts, c'est tant mieux. Et on lutte pour qu'il y ait le moins de personnes impactées, mais on est toujours en train de se remettre en cause et de façon urgente, dans la précipitation, ce qui fait qu'on pourrait être encore meilleur, j'ai envie de dire, si on avait pu anticiper sur le matériel, sur l'organisation, sur les plans, si on n'avait pas fait des économies de bout de chandelle, parce que c'est véritablement ça. Et donc ça, c'est quelque chose sur lesquels nous, on sera très vigilants dans le futur, hein, puisque je vous dis, on va vivre cette crise, à mon avis, déjà encore quelques mois. Et il faudra absolument qu'on puisse avoir ça en tête et se dire, si ça recommence d'ici quelques années, il faut qu'on soit prêt, mais il nous faut les moyens de l'organiser différemment. Ok, alors merci, c'est très clair, cette histoire d'anticipation. Alors, ma question, vous y avez en partie répondu, mais peut-être avec davantage de précision sur la question du matériel. Alors, je comprends bien, vous parlez notamment d'un matériel spécifique pour ces situations-là, mais j'ai lu aussi dans la presse que pour des besoins, on va dire, élémentaires, masques, gel hydroalcoolique, vous aviez parfois eu des difficultés d'approvisionnement. J'ai lu par exemple que les pompiers de Côte d'Or, je crois, avaient fabriqué leur propre gel hydroalcoolique. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous avez réussi à être fourni en matériel de base, j'ai envie de dire, en quantité suffisante, ou est-ce que vous avez aussi été confronté à des pénuries sur le sujet? En fait, tout dépend des secteurs. Il y a 101 départements en France, donc je vais vous dire, vous retirez Paris, la petite couronne, et puis la ville de Marseille. Mais bon, vous retirez au moins les 4 départements d'Île-de-France. Donc voilà, on est sur 95-96 SDIS sur toute la France, y compris sur toute la métropole, y compris l'outre-mer. Et en fait, on a, j'ai envie de dire, 100 modes de gestion différents. Et vous avez certains SDIS qui ont réussi à fournir du matériel, des équipements individuels, de protection individuelle
parce qu'effectivement, ils avaient gardé à l'esprit cette gestion de crise de 2009 et qu'ils avaient de façon récurrente organisé leur stock de matériel, de moyens de protection. Et puis, vous avez d'autres SDIS parce que, bah voilà, encore une fois, sur des gestions purement financières, ont voulu faire des économies et qui se sont retrouvés très vite démunis en matériel. Beaucoup de SDIS, moi je fais partie d'un petit SDIS la Haute-Marne, hein, dans l'Est de la France, comme je vous l'ai dit, on a fait appel aux donateurs. Donc nous, ça va, on a un tissu industriel qui est intéressant, qui travaille dans des secteurs où effectivement les ouvriers dans l'usine ont besoin de s'équiper. Et donc comme les usines étaient à l'arrêt, ces usines-là nous ont fait don de leurs masques, don de leurs lunettes de protection, enfin don de différents matériels. Mais c'est quand même pas une situation, une solution durable et pérenne. Parce qu'effectivement, à l'instant T, quand on fait un appel aux dons, on a beaucoup de retours. Moi, j'étais en caserne et c'est vraiment c'est touchant de voir des gens arriver avec des cartons de masques ou des cartons de lunettes de protection. Sauf qu'on se dit quand même qu'après, alors sur le moment, vous êtes touché, vous êtes dans l'affectif, mais après, dans la réflexion et dans la continuité de service, vous dites, mais ça ne pourra pas durer parce que tout ce qui a été donné, ben voilà, les stocks sont épuisés, mais où sont véritablement les stocks pour durer? Un masque dit chirurgical, le premier masque de protection qu'on avait, c'est environ 2 heures d'utilisation et après, il n'est plus efficace. Le fameux FFP2, c'est 4 heures. Nous, on fait des gardes de 24 heures. On n'est pas masqué pendant 24 heures, mais à chaque intervention, il faut qu'on mette un masque nouveau parce qu'à chaque victime, on ne peut pas réutiliser un masque même si on l'a mis moins de 2 heures. Donc, vous voyez, toutes ces additions comment je dirais, de situations font qu'on est énergivore dans la consommation d'équipements de protection individuelle. Et en face, ben, la France, malheureusement, d'avoir voulu exporter tout un tas d'usines de fabrication, n'est plus en capacité de fournir ses propres masques, ses propres équipements de protection, à l'instar aussi des respirateurs qui manquaient cruellement dans les services de réanimation dans les hôpitaux. Ben voilà, les équipements de protection individuelle, pour les intervenants que sont les sapeurs-pompiers, les ambulanciers privés, pour le personnel médical qui est dans les secteurs libéraux, les médecins familiaux, les infirmières, ainsi de suite, se sont très vite trouvés démunis. Donc la France a très vite engagé des commandes de façon énorme, mais sauf que le monde entier avait besoin de masques. Donc de toute façon, et on a vu ce qui s'est passé avec voilà, des commandes qui ne sont jamais arrivées, qui ont été détournées. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais je veux dire, on se rend compte que dans notre propre pays, on n'est plus en capacité de se protéger nous-mêmes. Donc certains SDIS ont réussi à gérer leur stock, mais pour beaucoup, en fait, on a 3 niveaux à peu près je dirais, de gestion. On a, comme je vous le disais tout à l'heure, le Grand Est qui a été très vite impacté et qui a dû faire face de façon très violente, j'ai envie de dire, dans l'organisation et dans la réaction à une situation qui a explosé. Donc on sait aujourd'hui l'origine, puisque c'était ce rassemblement évangélique, mais ils n'ont pas eu le temps en fait véritablement bien se préparer et on peut dire que les collègues de l'Est, hein, de l'Alsace, ont été très fortement impactés. Ils se sont retrouvés même des fois démunis à intervenir dans des conditions plus que limites de protection et comment je dirais, de protection de façon générale. L'Île-de-France a été très vite impactée aussi, mais avait quand même pu prendre en compte ce qui s'était passé justement dans le Grand Est et a réagi à minima et a pu limiter les dégâts. Mais là aussi, ce sont des grosses structures. Hein, le Val d'Oise, l'Oise, la Seine-et-Marne, l'Essonne, les Yvelines, ce sont des gros départements, ce sont des grosses machines, comme on appelle chez nous. Les Hauts-de-France, qui sont également un des foyers les plus impactés. Là aussi, on retrouve quand même des gros départements comme le Pas-de-Calais, le Nord, qui ont les moyens de réagir parce que ce sont des grosses structures. Mais vous savez, il y a, et puis le reste de la France, donc je dirais la troisième catégorie de SDIS qui a été moins impactée et qui a réussi à anticiper et à s'organiser différemment. C'était le cas par exemple chez nous en Haute-Marne où on a quand même pu se protéger plus efficacement parce qu'on a vu venir la crise et on a vu les premiers cas arriver chez nous alors que voilà, on avait déjà réagi, on avait déjà mis en place des méthodes d'intervention, de confinement, de désinfection des ambulances, voilà, tout un protocole qui a été mis en place assez rapidement et qui nous a permis de faire face. Les SDIS en France sont catégorisés en 3 niveaux, A, B et C, mais vous avez 20 SDIS, c'est-à-dire 20 départements qui sont véritablement des grosses structures opérationnelles. Et puis après, il y a très peu de différence entre un SDIS de catégorie B et un SDIS de catégorie C. Et on se rend compte que là, c'est purement l'aspect financier qui dirige ces structures. Et là où il y a du monde, dans les gros départements, dans les grosses SDIS, oui, il y a une force de frappe, une force de réactivité qui est non négligeable.
mais qui nécessite quand même malheureusement quelques ajustements. On a quelques exemples qui nous ont interpellés. Et le reste des SDIS, qui sont beaucoup plus petits, qui ont moins de moyens, qui ont moins de possibilités, ont très vite été démunis et ont très vite fait appel à des dons divers et variés pour pouvoir faire face. Aujourd'hui, on sait que les masques arrivent, on sait que les commandes sont faites, beaucoup de collectivités, y compris l'État, ont fait les commandes. Donc voilà, on a remis des usines en place, on a même certains secteurs qui ont complètement changé leur secteur de fabrication, qui se mettent à fabriquer des masques ou de la solution hydroalcoolique. Mais vous savez, il y a aussi ces surblouses, les charlottes, ce qu'on appelle pour se couvrir la tête, les surbottes, enfin, la tenue, une surtenue complète. Ça, c'est d'autant plus difficile à trouver. Et on se retrouve aujourd'hui avec des secteurs où les surtenues sont normalement à usage unique, mais on est obligé de les laver pour pouvoir les réutiliser parce que on est là aussi en manque de ravitaillement, si je puis dire. Donc, ça devient quand même assez inquiétant. Sachant encore une fois qu'on est parti pour plusieurs mois. Hein. Nous, la crise ne va pas s'arrêter le 11 mai, on le sait très bien. Ok, merci, c'est un panorama très complet. Je voudrais juste une dernière question sur le sujet, et puis peut-être après on pourra aller sur un petit peu ce qu'il faudrait faire. Euh, on a évoqué là la difficulté des matériels, on va dire assez élémentaires de protection, type masque, gel hydroalcoolique. Est-ce que vous avez des difficultés de matériel un peu plus élaboré? Je pense par exemple pour le transfert de personnes, il peut y avoir besoin de dispositifs de respiration artificielle, des choses comme ça. Est-ce que là, on a des difficultés d'approvisionnement aussi, de matériel médical un peu plus avancé? Lorsqu'on intervient sur des situations médicalement complexes, en fait, soit on a nos propres médecins ou nos propres infirmiers, dans l'ensemble, on a du matériel à ce niveau-là qui est assez correct. Après, on intervient toujours en doublure avec les unités mobiles hospitalières, les SMUR, ce qu'on appelle. Hein. Donc, et c'est là où effectivement le matériel a à un moment donné manqué dans certains secteurs, mais c'est plus un travail commun entre les SDIS et la santé et les hôpitaux de secteur. Quoi. Donc, c'est là où le matériel aura pu manquer. Bon, sur le moyen de transport, dès l'instant, alors on a eu très peu de cas où on a intubé les gens directement chez eux pour les transporter sur un secteur hospitalier. L'intubation, elle intervient de ce qu'on a pu comprendre dans l'évolution de ce virus. Elle intervient alors que les gens sont déjà hospitalisés et donc c'est plus dans le secteur hospitalier. Donc, les respirateurs ont plus manqué dans les services de réanimation que dans nos ambulances à l'instant T. Mais effectivement, là où nous, il faut qu'on arrive à s'organiser mieux, c'est qu'on puisse dédier des véhicules parce que, comme je vous l'ai dit, dès que vous faites un transport avec une personne impactée, infectée par le Covid ou suspecte d'avoir été contaminée, vous devez faire un protocole de désinfection très complet. Et c'est là où nous, on demande à ce que nos véhicules soient mieux équipés pour gagner du temps parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, entre la prise en charge, le transport, le retour en caserne, la désinfection et donc la possibilité à ce véhicule de réintervenir derrière, à l'instant T, ce véhicule n'est plus disponible tant qu'il n'est pas prêt à repartir, tant qu'il n'est pas désinfecté. Et c'est là où, même si je le rappelais juste à la réunion que j'avais juste avant vous, en visio également, effectivement, le nombre d'interventions a baissé, mais le temps qu'on passe sur intervention n'a pas nécessairement baissé tant que ça, puisque je vous dis, une intervention sur un cas suspect ou cas avéré Covid, en fait, elle devient très long parce qu'on a tout un protocole à mettre en place. Il faut qu'on ait des matériels adaptés, il faut qu'on ait des surtenues en conséquence et en stock. Il faut qu'on ait des équipements qui nous permettent de mieux se protéger et derrière qui nous permettent de gagner du temps à chaque intervention suspecte. Ok, c'est très clair. Une dernière question, c'est pas la plus marrante, mais bon, malheureusement, elle fait partie de la situation. Est-ce que vous avez un regard, des chiffres, des statistiques sur le nombre de pompiers qui ont pu être touchés par le virus, y compris est-ce qu'il y a des situations graves? Voilà, est-ce qu'on a un regard là-dessus ou est-ce que c'est un peu trop tôt pour le dire? Aujourd'hui, il est trop tôt pour le dire. Je ne vous cache pas que ces chiffres, on les a demandés à nos autorités de tutelle, à la Direction générale de la sécurité civile, au ministère de l'Intérieur donc. Et on avait une réunion en tout début d'après-midi avec le président de la Conférence nationale des SDIS, qui est le représentant des élus des SDIS de France. Et on a reposé également la même question. Quand je dis on, c'est toutes les organisations syndicales. Hein. On est unanime sur le sujet. Il faut qu'on ait des chiffres. Malheureusement, on le sait et on le vit puisqu'on connaît nos collègues et nous, syndicats, on a un réseau d'organisations sur tous les départements de France, donc on a des remontées de tout le territoire. On sait que beaucoup de pompiers aujourd'hui sont sur la touche, comme on dit, sont hors service puisque infectés, impactés
ou confinés parce que suspects, on attend, alors ils seront asymptomatiques peut-être, mais malheureusement, ils sont porteurs, même s'ils ne déclarent pas une forme complexe, voire grave de la maladie. En attendant, ils ont été en contact, et donc ce qu'on appelle les cas contacts, et on est obligé aussi de les mettre à l'écart parce qu'ils ont à minima des symptômes qui font qu'on ne peut pas les remettre dans une caserne au risque de contaminer le reste des collègues et au risque de voir des casernes fermées. Il y a quand même eu de cas justement de quelques casernes qui ont dû fermer comment dire, temporairement pour qu'on puisse justement laisser le temps de vérifier que tout le monde était sain, enfin que tout le monde pouvait reprendre du service. Ça a été le cas dans l'Oise. Donc il est important aussi dans la gestion de longue durée qu'on puisse se garantir comme ça de ne pas mettre à plat ce qu'on appelle de fermer un centre de secours. Vous vous rendez compte que c'est tout un secteur d'intervention qui se retrouve démuni de ne plus avoir une caserne de pompiers parce que l'ensemble des personnels a été infecté. Alors, c'est des situations qui sont intervenues au tout début de la crise parce que effectivement, on était encore sur du tâtonnement, on ne savait pas trop où on allait, mais bon, voilà, on a très vite réagi. Dans l'organisation même de nos gardes, on a aussi changé nos plannings pour être plus présent sur une période et plus absent après. Voilà, ça s'est fait dans beaucoup de SDIS pour justement garantir une continuité d'effectifs. Si toutefois on avait des effectifs qui tombaient malades, on avait des effectifs qui étaient un peu au repos à ces moments-là et qui pouvaient tout de suite reprendre le dessus et réintervenir. Voilà. Donc ça, c'est des choses, on sait faire, hein, ces gestions de crise, on sait les faire, mais on sait les faire sur des courtes durées. Là, on est dans une longue durée et malheureusement, et ça, il faut le réécrire, c'est ce que je dis, hein, c'est ce qu'on réclamera dans la suite. Il faudra écrire ces plans de continuité de service. Il faudra écrire aussi l'après, hein, parce que là, je vous disais qu'effectivement, le nombre d'interventions a baissé de façon significative. À partir du déconfinement, quel déconfinement que ce soit, même à minima, quelle reprise d'activité que ce soit, même à minima, on va de nouveau retrouver une activité, nous, opérationnelle classique, qui va reprendre, voilà, qui va augmenter le nombre d'interventions, tout en ayant en parallèle ces cas Covid à gérer, à transporter, à désinfecter l'ambulance derrière et donc à encore gagner, enfin encore passer par pas mal de temps sur ces interventions-là. Donc, je ne vous cache pas que le déconfinement, nous, on le regarde avec beaucoup, beaucoup d'attention parce qu'on sait que nos interventions vont réaugmenter, que l'activité opérationnelle va reprendre je dirais son cours normal ou quasi normal au fur et à mesure qu'on va déconfiner. On sait pertinemment aussi que on risque d'avoir une deuxième vague parce que est-ce que les gens vont vraiment bien se protéger, s'équiper de masques à minima et rester dans la distanciation sociale, enfin, rester dans tous ces gestes barrières, dans toutes ces mesures barrières, parce que oui, le déconfinement, à un moment donné, les gens veulent reprendre de l'activité, veulent rebouger, ça se comprend. C'est frustrant, surtout avec les météos qu'on a en ce moment, de rester enfermé, confiné, de boire l'apéro par confinement, par visioconférence, pardon. Mais en attendant, on n'avait pas le choix et on a vu l'efficacité de ce confinement. Ça, on ne peut pas le décrier. Sauf qu'au moment où on va ressortir, où les gens vont reprendre une activité normale, nous, notre activité, elle va réaugmenter tout en gérant cette situation de crise qui ne sera pas encore finie, malheureusement. Ok. Une question qui me venait là, c'est on voit bien que dans cette crise, vous avez travaillé de manière très étroite avec le système de santé, les hôpitaux, les SMUR, vous avez parlé. Est-ce que vous avez identifié des faiblesses, des difficultés de coordination ou au contraire, est-ce que vous avez mis en place des pratiques différentes et dont on peut considérer qu'elles sont plus efficaces? En gros, est-ce que cette coordination-là fonctionne bien? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer? Est-ce que vous avez l'impression que ça n'a pas été une difficulté dans la période? Là aussi, je voudrais que tout dépend des secteurs. Dans l'ensemble, les sapeurs-pompiers travaillent avec les services de santé au quotidien, puisque effectivement, on prend en charge des blessés, des gens qui ont fait des malaises sur la voie publique ou chez eux, et on les transporte sur les unités hospitalières, seuls ou renforcés par des équipes médicales de l'hôpital, comme je vous l'ai dit, avec les SMUR. Aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante, puisque effectivement, dès l'instant où on avait un cas Covid suspect ou avéré, on avait quasi systématiquement une équipe médicale avec nous. Ce qui fait cruellement défaut aujourd'hui, ce n'est pas forcément la coordination interservice à proprement dit sur le terrain. Hein. Dans l'interservice sur la gestion opérationnelle, je dirais de façon globale, oui, il y a beaucoup à dire. Parce qu'effectivement, la santé, je vous l'ai dit, hein, les plans santé, on les a vus passer les uns après les autres. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est des structures d'accueil. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est des médecins. Aujourd'hui, ce qui est mis à mal, c'est la démographie médicale. Et tout ça, nous, on y avait déjà
largement contribué. Je vous dis, on est très présent sur le maillage territorial de par l'ensemble des casernes qui sont positionnées partout en France, y compris dans les milieux ruraux. Mais vous avez des déserts médicaux complets. Et c'est ça aujourd'hui qui nous inquiète. Alors, c'est ça déjà qui nous inquiétait les années précédentes. Dans les années 90, début 2000, on faisait à peu près 65-67% d'interventions liées au secours à personne. Dans les IS de France, c'était la norme et c'était un chiffre qui était stable depuis des décennies. Au fur et à mesure des plans santé, au fur et à mesure des mesures drastiques qui ont été prises sur le domaine de la santé, et je suis bien placé pour le savoir et j'ai observé de façon très concrète puisque je suis issu d'une famille où ma mère, mes tantes, mon épouse, tout le monde travaille dans le milieu hospitalier. Toutes ces fermetures d'établissements, de lits, de services, aujourd'hui, on le paye et on le paye cash parce qu'on n'a plus les reins solides, on n'a plus les structures nécessaires pour accueillir. Alors, effectivement, on sait réagir. Voilà, la France, elle est solidaire. On double la capacité de lit en réanimation. Ouais, c'est génial. Sauf que c'est malheureux quand même d'en arriver là, de se prendre une crise comme on est en train de vivre aujourd'hui pour se dire, mince, on a peut-être fermé trop d'hôpitaux. Moi, j'habite Chaumont, petite commune de la Haute-Marne, 25 000 habitants. Quand ma mère travaillait à l'hôpital, il y avait à peu près 800 lits, 800 équivalents temps plein, 650-700 lits. Aujourd'hui, vous avez à peine 500 équivalents temps plein et 400 lits. Ben oui, mais on a fermé des services. Voilà, on a fermé des services et on a fait des économies. Ben oui, bon, ça va, la Haute-Marne n'a pas été trop impactée. Malheureusement, elle a eu ses morts, comme beaucoup de départements, mais elle a su gérer, elle a su accueillir même des malades de départements voisins pour faire preuve de solidarité et de soutien, et surtout de soutien sanitaire, parce que c'est indéniable que les départements puissent travailler entre eux. Mais en attendant, on paye quand même cette gestion de plan sur plan. Et aujourd'hui, on se dit, mince, on n'a plus les capacités de réagir. L'interservice sur le terrain, il fonctionne très bien depuis des décennies. Beaucoup de SDIS, vous savez, quand vous appelez les pompiers, vous faites le 18 ou le 112. Quand vous appelez un médecin ou les secours, vous appelez le 15. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'était une volonté du président Macron. On l'y rappelle dès qu'on peut, mais la volonté, c'était de faire des plateformes d'appel communes. Nous, département de la Haute-Marne, beaucoup de départements en France se sont mis à faire des plateformes communes, ce qui fait que l'ensemble des personnels qui reçoivent les appels sont sur le même plateau, sont dans la même salle et du coup travaillent ensemble, se concertent en direct. Voilà, ça reste humain. Et il faut qu'on soit à l'échelle humaine. Moi, je l'ai pratiqué puisque j'étais chef de la salle opérationnelle pendant 3 ans et demi dans mon département. Et j'ai fait quelques années avant dans une salle à part et quelques années assez proches, puisque j'ai fait de 2015 à 2018 dans cette nouvelle salle opérationnelle multi-service avec les collègues du SAMU sur place. Je vous garantis que la plus-value, mais elle est juste inestimable. Et ça, c'est ce qu'on réclame sur l'ensemble du territoire. C'était a priori une volonté du président. Ça tarde à venir. C'était quelque chose qu'on dénonçait aussi, nous, l'année dernière, justement dans les différentes revendications qu'on avait sur notre mouvement de crise de 2019. C'était de dire accélérer sur ces plateformes. On voit aujourd'hui dans les départements où cette plus-value, grâce à cette plateforme commune, a mis en exergue justement des moyens de service, des moyens de gestion, des moyens d'intervention beaucoup plus rapides parce que tout de suite, on avait la concertation de vive voix de façon humaine. On n'était pas derrière son ordinateur accroché à son bout de fil de téléphone. Donc ça, c'est important de développer ces bonnes pratiques-là. C'était une volonté, nous on l'accompagne, hein, on la défend. Il faut absolument qu'elle soit remise au goût du jour et surtout qu'on accélère. Et en plus, là aussi, hein, c'est une source d'économie quelque part puisque on nous parle tout le temps d'économie, faisons-en, mais dans les bonnes conditions. Tout le monde sur le même plateau, c'est qu'un bâtiment. Ce n'est pas plusieurs bâtiments à payer, par exemple. Et puis au moins, les gens, ils se parlent, ça reste humain. Il faut remettre de l'humain, de toute façon, dans toute cette chaîne de secours. C'est ce qui manquait cruellement dans les différentes gestions qui ont été mises en place, qui ont été élaborées ces dernières décennies. C'est qu'on avait tendance à se détacher de l'humain. Et nous, on est quand même un syndicat de construction sociale, hein, la CFTC, et on défend avant tout la place de l'humain dans toutes ces organisations. Là, c'est l'humain pour l'humain. Hein. On a des gens qui sont gravement malades, on en a qui sont morts de façon dramatique, qui n'ont même pas eu droit à des obsèques dignes de ce nom. Les familles ne peuvent pas faire de deuil. Enfin, derrière, il y a une dimension psychologique, sociale qui est juste énorme, qui va faire des dégâts, à mon avis, dans les mois à venir. Et malheureusement, on commence aussi à voir quelques
quelques cas je dirais, de situations désolantes, des gens qui n'en peuvent plus, des gens qui se suicident, parce que, y compris dans nos rangs, parce que l'humain a perdu sa place et qu'on est toujours dans la réflexion comptable, purement comptable, logique, logistique, mais absolument pas humaine. Et ça, c'est important qu'après cette crise, enfin durant cette crise, durant cette sortie de crise, mais surtout après, que l'humain reprenne sa place parce que ça devient urgent. Alors, je pense qu'on peut qu'être d'accord avec ce que vous venez de dire. Est-ce que ça m'amène une question? Est-ce que vous avez des retours, des éléments sur quelque chose dont on parle peut-être pas beaucoup en fait dans la période actuelle, c'est quels peuvent être aussi les ravages psychologiques, de violence générés par la situation de confinement? Est-ce que, bon, j'imagine que vous avez moins d'interventions parce que peut-être que toutes ne remontent pas jusqu'à vous, mais est-ce que vous avez des éléments là-dessus pour quantifier un peu ça? Alors, pour le quantifier, je n'aurai pas de chiffres à vous donner précisément à cette heure-ci. Par contre, effectivement, comme je le soulignais, les interventions ont diminué, mais par exemple, les accidents domestiques ont augmenté. Les feux dans les appartements, dans les maisons, parce que les gens sont chez eux, parce que bah, voilà, à un moment donné, il y a un relâchement, on n'est plus dans les mêmes automatismes. Hein. Vous savez, on vit beaucoup avec des automatismes aujourd'hui. Et les gens, bah, voilà, on a eu quelques départs de feu supplémentaires. Je dirais, là, de statistiques à N-1 ou à cette année, on a effectivement plus de feux dans les logements parce que bah, les gens sont chez eux et puis du coup prennent des risques à rester des journées entières enfermés. On est au contact de toute la population. On va chez monsieur, madame, tout le monde. Effectivement, on est souvent des lanceurs d'alerte, si je puis dire, de situations conflictuelles ou de violences graves. La situation de confinement, et nous, on a déjà alerté nos autorités là-dessus, fait que ces situations de violence sont en augmentation et de façon assez forte. Et c'est alarmant même justement pour rester silencieux. Donc, on alerte dès qu'on peut sur ces situations-là. On est en relation avec les services sociaux dans nos territoires. On travaille là aussi en concertation avec eux. Et dès qu'on a des situations de violence ou de cas graves, on est en capacité d'alerter les services sociaux derrière. Mais cette situation de confinement a effectivement généré un accroissement de la violence dans les habitations, quoi, dans les situations, dans les quartiers, voilà, des quartiers sensibles, des situations difficiles. On connaît les secteurs qui sont un peu fragilisés et qui sont d'autant plus fragilisés aujourd'hui par rapport à cette crise. Donc, ça nous interpelle, ça nous affecte, parce qu'il ne faut pas oublier que nous ne sommes que des femmes et des hommes avant tout, même si nous avons une tenue, on est formés, on est soi-disant expérimentés, mais vous savez, face à la violence, face à la mort, vous n'êtes jamais convenablement armés. Vous avez raison. Alors, peut-être ça permet de passer sur un deuxième point, c'est, vous l'avez dit, on est rentré dans cette crise pour les pompiers, elle est arrivée à un moment alors que déjà depuis plusieurs mois, il y avait des mouvements de grève. Alors peut-être parce que, bon, je pense que les gens ont vu ce mouvement, mais comme toujours, peut-être qu'ils ne l'ont pas compris à ce moment-là, et puis peut-être que maintenant ils s'y intéressent. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement, vous en avez évoqué quelques-unes, mais un peu quelles étaient les revendications de ce mouvement, et puis nous dire franchement si vous avez eu l'impression d'être entendu, si vous avez eu des réponses, ou si j'ai envie de dire c'est une bataille qui s'est peut-être suspendue temporairement parce que les sapeurs-pompiers, c'est des gens responsables et ils sont mis tout de suite dans le secours de la population, mais les revendications restent entières et c'est une bataille qui se poursuit. Donc effectivement, la sortie de crise fin janvier, avec cette signature chez le ministre de l'Intérieur d'une augmentation de la prime de feu, était un peu le point de dénouement, mais c'était surtout une suspension. Il faut bien insister sur ce terme-là. La crise chez les sapeurs-pompiers, la crise dans la sécurité civile française, elle est loin d'être terminée. Et au-delà de cette prime de feu, qui a été un peu le point d'orgue d'un dénouement de sortie de crise le 28 janvier 2019 2020, pardon, tout ce qu'on dénonçait à côté de ça, les effectifs, les moyens, l'organisation, tout ce qui aujourd'hui nous saute à la figure, j'ai envie de dire, est toujours d'actualité. Bon, on espérait que cette reconnaissance de la nation pour l'augmentation de cette prime de feu, qui, je vous le rappelle, n'avait pas augmenté depuis 30 ans. Elle a été votée en 90. On est en 2020, elle n'a jamais bougé. Voilà. Donc, c'est un sujet qui est toujours d'actualité. Malheureusement, comme on l'a évoqué, la crise financière qui arrive impactera les collectivités qui sont aussi les financeurs, donc nos payeurs. Et là, on est très inquiet de savoir si cette prime de feu, cette augmentation, cette revalorisation sera réellement effective ou pas, ou à quelle échelle. Donc voilà, on est prudent. Mais au-delà de ça,
la crise de 2019, la crise sociale chez les sapeurs-pompiers de France, elle était surtout structurelle, conjoncturelle. Et là, ben, voilà, comme je vous l'ai dit, ça nous saute à la figure. On a une organisation qui a été mise à mal. On a axé la sécurité civile française, même si c'est le modèle qu'elle note depuis des décennies, mais on dénonçait le manque d'engagement, le manque d'engagement citoyen, parce que le pompier volontaire est dans un engagement citoyen, et on dénonçait ça, on était inquiets. La majorité des pompiers professionnels, je vous l'ai dit, soit a été sapeur-pompier volontaire, soit l'est encore. Donc, on vit au quotidien dans les deux situations et on voit que l'engagement citoyen, il est en baisse, il est en crise d'évocation, comme je l'ai évoqué au début de cette visio. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on dénonçait. On est toujours, bien entendu, vigilant par rapport à ça. On a aussi des effectifs, je vous l'ai dit, qui sont saturés, qui sont sursollicités. Donc, c'était aussi une revendication assez majeure. Et malheureusement, la crise nous fait comprendre que même si aujourd'hui, on a baissé nos effectifs de garde, comme je vous l'ai dit, pour protéger, parce que l'opérationnalité a baissé, on a baissé nos effectifs par garde opérationnelle dans chaque caserne. Mais dès le mois de mai, on va repartir de plus belle et d'autant plus, je vous dis, avec une situation qui va perdurer dans le temps. Et bien entendu, à un moment donné, les effectifs vont de nouveau manquer à l'appel, surtout que malheureusement, on aura aussi comment je dirais, à digérer cette pandémie parce que malheureusement, d'autres collègues vont tomber malades, vont être infectés. C'est le pendant de cette pandémie, c'est le cas de dire. Malheureusement, voilà, il va falloir gérer tout ça. Donc, on est inquiet parce que là aussi, une revendication sur les effectifs qui était quand même assez forte l'année dernière va nous revenir en pleine face dans quelques semaines, quand l'activité opérationnelle va repartir, quand les effectifs vont être de nouveau à la hausse. Et on va très vite puiser dans nos heures sup et puis on va très vite exploser les compteurs. Un dossier aussi qui, pour le coup, est largement suspendu, mais c'était la retraite. Donc voilà, là, on comprend que c'est un sujet qui reviendra sur la table, mais là aussi, les pompiers, comme je vous l'ai expliqué, ils sont sur le front jour et nuit, dans des difficultés opérationnelles grandissantes, sur des méthodes d'intervention qui sont nouvelles. On n'éteint plus un feu en 2020 comme on éteignait un feu en 1989 quand je suis rentré pompier volontaire. On a changé de matériel. Alors, je vous rassure, on met toujours de l'eau sur du feu, ça marche, c'est toujours efficace. Mais trêve de plaisanterie, on n'est plus du tout dans les mêmes matériels, dans les mêmes lances, dans les mêmes véhicules, dans les mêmes méthodes opérationnelles parce que ne serait-ce que la structure de nos bâtiments a changé. On est devenu sur des bâtiments peu énergivores et c'est tant mieux. Mais nous, derrière, ça nous a complexifié les interventions et donc on prend des nouveaux risques. On est confronté à ce risque fumée. Alors la fumée à l'époque, on disait toujours un fumer comme un pompier, il y avait cet adage. Mais aujourd'hui, fumer comme un pompier, ça devient dramatique parce que tous ces matériaux de construction que l'on connaît maintenant dans nos bâtiments sont hyper toxiques lorsqu'ils brûlent et les pompiers se retrouvent plongés dans des milieux toxiques très forts. Et c'est pour ça qu'on dénonçait aussi et qu'on était très prudent sur cette réforme de la retraite parce qu'il ne s'agit pas d'envoyer au feu des pompiers qui n'ont plus la capacité physique comment je dirais, pour mener à bien leur mission. On ne sait pas intervenir seul. Un pompier ne travaille jamais seul. On est à minima en binôme, mais on est surtout en équipe. Et là aussi, la dimension humaine dans nos casernes, elle est très importante pour nous. On veut absolument la préserver. Et derrière, on est solidaires les uns des autres. Et d'autant plus quand on est sur une intervention, si un camarade tombe, on fera tout pour aller le chercher. De toute façon, s'il tombe, il y aura toujours quelqu'un à côté de lui. Comme je vous l'ai dit, on est toujours un minimum deux quand on rentre dans une maison en feu. Mais tout seul, avec un collègue qui a fait un malaise ou qui a pris une chute d'objet sur le corps et puis qu'il faut soustraire à un feu ou à un danger réel, il faut des conditions, il faut un état physique, un état mental digne de ce nom. Et c'est sûr que les mesures qui étaient annoncées pour ce départ à retraite qui allait peut-être se prolonger aussi pour nous, tout le monde a envie de défendre son secteur, je peux le comprendre. Mais effectivement, nous, on est quand même dans des métiers à haut risque. On sait nous le rappeler, mais derrière ça, il fallait aussi qu'on nous le garantisse. Donc là, on est inquiet, puisque ce débat sur les retraites est complètement absent des discussions actuelles, ce qu'on peut comprendre. Hein. Mais on sera très vigilant sur le retour dès que ce dossier fera sa réapparition. Parce qu'il faut absolument qu'on garde ce départ anticipé pour au moins garantir. Vous savez, on fait partie des professions qui ont l'espérance de vie en retraite la plus courte, hein, quasiment. Donc voilà, on veut bien donner de notre santé, de notre vie toute l'année, toute notre vie, j'ai envie de dire, puisque je vous garantis que la majorité des pompiers, s'ils sont aujourd'hui dans ce métier, ils l'ont fait par vocation. Ils ne l'ont pas fait comme ça, par hasard.
Donc, on est capable de s'adapter. Aujourd'hui, on s'adapte. Voilà, on fait face à une nouvelle crise, on s'adapte, on est là, on sera toujours là. Mais il faudra se rappeler après, quoi. Ouais. Alors, j'ai encore trois questions. Je ne vais pas vous en faire plus parce que j'imagine que vous êtes très sollicité. Et voilà, on ne va pas vous monopoliser trop de temps. Ma première question, elle rejoint un peu ce que vous venez de dire, mais elle est plus par curiosité. Le président de la République a annoncé un plan de revalorisation pour les gens, notamment du secteur de la santé, qui viendra après la crise, hein. Il a dit ça lors d'une de ses interventions. Est-ce qu'il y a des contacts entre les ministères et les organisations syndicales dans le secteur des pompiers pour effectivement que ce plan il concerne aussi ce secteur-là, puisqu'il a aussi été en première ligne? Bah, là aussi, on est dans la continuité de l'histoire. On était sur une revendication je vous ai parlé de cette prime de feu qu'on appelle aussi prime de risque maintenant, parce que effectivement, le feu n'est pas forcément notre première mission, même si on est les spécialistes du feu. Donc nous, aujourd'hui, la crainte qu'on a, c'est que cette revalorisation de la prime de feu soit mise à mal. Dans la revalorisation salariale, pour être sincère avec vous, les sapeurs-pompiers ont un régime militaire qui est voilà, qui est correct, il n'y a rien à dire. On est effectivement. Alors, par contre, particularité, c'est que on est sur les grilles salariales de la fonction publique territoriale. Par contre, effectivement, on a 40% de primes sur nos salaires. Notre salaire, c'est essentiellement des primes, hein. Plus de 40%, c'est des primes. Donc, vous le savez mieux que moi, lorsqu'on arrive en fin de carrière et qu'il faut faire le calcul pour sa retraite, heureusement, notre prime de feu a été intégrée dans ce calcul pour notre pension, mais tout le reste n'est pas pris en compte. Donc, les collègues partent, et nous, on partira avec une retraite bien moindre que ce qu'on gagne aujourd'hui. Mais voilà, dans le projet qui était celui d'un régime à points, 1 euro est égal à 1 point, donc pourquoi pas. Nous, on y était attentifs, mais on attendait de voir là aussi quand même du concret. Bon, on verra par la suite quelle sera la reprise du sujet sur ce dossier retraite. Mais aujourd'hui, les sapeurs-pompiers sont plus inquiets sur cette revalorisation de la prime de feu qui date de 90 et qui venait reconnaître, c'était les termes de nos dirigeants, hein, reconnaître, asseoir la reconnaissance de la nation. Donc, si aujourd'hui, de par l'implication des sapeurs-pompiers de France dans cette crise Covid, dans cette pandémie, on ne peut pas espérer avoir signé fin janvier une prime et qu'elle ne soit pas attribuée d'ici cet été ou fin de l'été ou plus tard cet automne, quelle est la reconnaissance de la nation? Voilà, c'est la question que je pose aujourd'hui. Le problème, c'est qu'encore une fois, c'est les collectivités locales qui nous financent. Donc, chaque collectivité locale vote son budget. Donc, on va avoir 100 situations différentes. Ça va être un combat quasi national parce que on commence à nous entendre dire que les budgets vont être mis à mal, que la situation, la santé financière des collectivités, oui, elle va perdre 30% de recettes dès cette année et on ne sait pas l'année prochaine. Oui, mais bon, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Est-ce que vous voulez encore des gens qui interviennent, qui soient efficaces, surtout qui soient motivés, qui soient disponibles et puis, il ne faudrait peut-être pas les oublier parce que on sait nous citer, on sait nous applaudir le soir et voilà, nous aussi on s'applaudit entre nous, hein, pour le coup, on s'applaudit entre intervenants, soignants, voilà, on se congratule, on se félicite entre nous parce que ça fait aussi du bien, parce que c'est humain tout ça, parce qu'on travaille ensemble au quotidien. Donc voilà, moi j'insiste sur cette part humaine qui a disparu de trop de débats, de trop de concertations et surtout de trop de décisions. D'accord. Alors, j'ai bien compris ce que vous disiez sur la revendication entre guillemets salariale et plutôt sur la prime de feu et le fait que les engagements qui ont été pris avant la crise soient effectivement tenus. J'ai entendu aussi dans les réponses que vous avez faites précédemment qu'il y avait une revendication ou en tout cas une exigence d'avoir suffisamment de personnes, en fait, d'effectifs pour pouvoir remplir les missions. J'ai entendu également que vous demandiez à ce que ça aille plus vite sur cette question d'un centre d'appel unique entre les différents services. Est-ce que comme ça, il y a d'autres points dont vous pensez qu'ils devraient participer d'un programme, d'un plan, d'une nouvelle loi? Vous avez parlé à un moment de l'après-crise pour peut-être tirer, j'ai envie de dire, les enseignements de ce qu'on observe maintenant et puis aussi de ce qu'on a observé dans les années précédentes. Il y a un point important qui aujourd'hui, là aussi, nous monte à la figure de façon très forte. C'est la gestion interministérielle entre le ministère de la Santé et des Solidarités et le ministère de l'Intérieur. Le ministère de la Santé gère ses hôpitaux, gère la santé sur le territoire. Ça ne me choque pas, voilà, on est dans la règle et tout. Sauf que pour gérer cette situation, au quotidien, avant, pendant ou après une crise Covid, ils ne sont pas seuls.
il y a des intervenants et ces intervenants, ils font partie du ministère de l'Intérieur. Je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, on a des services de santé et de secours médicaux, on a du personnel soignant au sein de nos services. L'histoire des sapeurs-pompiers et de la sécurité civile en France fait que nous intervenons sur l'ensemble du territoire. Il faudrait peut-être que la santé nous accorde la place qui est la nôtre. On n'est pas là pour déshabiller Pierre, habiller Paul, on est là pour travailler ensemble. Je le dis et je les défends aussi. Ils ont subi des plans sur plan, les plans santé, on n'en parle même plus parce que voilà, on en voit les résultats aujourd'hui. Et la sécurité civile, elle fait partie de la réponse pour la santé. On intervient sur les accidents, sur les malaises, on intervient sur tout le territoire et on transporte toutes ces personnes-là qui ont besoin d'une prise en charge médicale dans les milieux hospitaliers, dans les structures hospitalières. Donc, il est important que l'on puisse travailler différemment, que l'on puisse travailler ensemble, que la santé arrête de travailler dans son coin, qu'on nous donne notre part de responsabilité, puisque le secours à personne, je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est 87%, 85-87% de nos interventions. C'est juste énorme. Et on voudrait nous dire que ce n'est pas notre domaine. Je suis désolé, mais les intervenants, les ambulanciers privés font tout ce qui est transport sanitaire pour le suivi des malades chroniques, voilà, tous les exemples qu'on peut imaginer, des gens malades des reins qui ont besoin de dialyse et ainsi de suite. Donc, lorsque ces transports sanitaires sont sollicités par le SAMU, par les centres hospitaliers pour faire du transport sanitaire pour des gens qui ont besoin de soins d'un établissement à un autre et tout, ils ne peuvent pas répondre. Donc, qui est-ce qu'on appelle? On appelle les pompiers. Et c'est ce qu'on appelle chez nous les carences. La carence d'ambulance privée, du coup, elle est remplacée par une intervention de sapeurs-pompiers. On ne rougit pas d'aller sur ces interventions-là, mais il faut arrêter de se… Alors, du coup, les établissements entre eux se remboursent. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ça reste de l'argent public. Hein. C'est de la finance, c'est de l'argent public. Donc, ça rentre d'un côté, ça rentre de l'autre. Le citoyen, quelque part, il s'en fiche un peu. Ce qu'il veut, lui, c'est que s'il n'est pas bien, s'il a besoin d'une prise en charge, que l'ambulance, elle soit blanche ou elle soit rouge, peu importe, mais qu'il soit pris dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions. Donc, on demande surtout à travailler ensemble. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas plus la place pour un que pour l'autre. Je pense qu'il y a des structures qui existent. Il y a, comment je dirais, des équipements qui sont présents sur tout le territoire, qu'ils soient dans le public ou dans le privé. Il faut que tout le monde travaille ensemble et il faut que cet État-providence reprenne tout son sens, quoi. C'est ça qu'il faut mettre en avant. Donc, moi, ce que j'ai dénoncé assez tôt dans cette gestion de crise au plus haut niveau, c'était cette gestion interministérielle où trop souvent, chaque ministère travaille dans son coin et on a l'impression que les gens ne se parlent pas. Je ne parle pas forcément que des ministres, hein. Il y a des hauts responsables, il y a des hauts fonctionnaires, il y a des dirigeants. Voilà. Donc, moi, je mets tout le monde devant ses responsabilités et j'aimerais que tout le monde soit autour de la table demain pour dire comment fait-on pour être mieux armé, pour mieux répondre, pour mieux prendre en charge demain dans une situation pareille. Et je vous le dis et je le répète, on se donne rendez-vous courant de l'été avec une reprise d'une activité économique un peu plus forte qu'aujourd'hui, donc une reprise des interventions, tout en continuant à gérer cette crise, pardon. Et vous verrez que là aussi, on va retomber devant des difficultés assez graves de gestion, de prise en charge, parce que malheureusement, voilà, il faut se poser les vraies questions. Qu'est-ce qu'on veut demain comme service de santé, comme réponse de santé et comme réponse de sécurité civile? Un sujet, si je peux en profiter 2 minutes, Allez-y. au printemps, tous les ans, au printemps, les grands massifs forestiers en France sont entretenus. Les unités d'intervention de la sécurité civile, par exemple, font des écobuages, ce qu'on appelle. Donc, ils brûlent, vous savez, des friches, des garrigues, des choses comme ça, pour couper, pour faire des coupe-feux artificiels, pour éviter qu'on ait des grands feux de forêt comme on a connu par le passé et comme on a connu ces derniers étés. Force est de constater que cette année, l'entretien des massifs forestiers n'a pas du tout été assuré comme il se doit. Et voilà, on comprend. Je ne vous cache pas l'inquiétude des sapeurs-pompiers de France. La direction de la sécurité civile, d'ailleurs, nous en a parlé pas plus tard que vendredi dernier en réunion visioconférence. Ils sont très inquiets. Vous voyez aussi la météorologie qui est très sèche. Une sécheresse qui est annoncée un peu partout pour cet été est assez forte. Donc là aussi, en plus des interventions normales, en plus de Covid, on risque d'avoir une saison estivale sur les feux de forêt très forte, très contraignante. Et là aussi, les sapeurs-pompiers de France vont encore être présents, vont encore devoir répondre, mais à un moment donné, ils ne peuvent pas être partout. L'Europe aussi, hein, puisque je parle aux députés européens, la flotte des bombardiers d'eau en France, elle est souffrante, elle est vieillissante. On n'a plus beaucoup d'avions bombardiers d'eau en France, enfin, pas suffisamment pour couvrir tous nos risques. Ça coûte extrêmement cher. Et ça, c'est un sujet dont l'Europe doit s'emparer. Parce qu'une flotte européenne de bombardiers d'eau, c'est un sujet qui avait été évoqué au temps de Gérard Collomb.
qui avait fait une intervention, je me rappelle, sur la base de Draguignan, qui sollicitait une intervention de l'Europe. Quand on regarde la saisonnalité des feux de forêt sur l'Europe, on se dit qu'avoir une flotte aérienne, ce n'est pas déconnant parce que au Portugal ou en Espagne, ça brûle un peu plus tôt qu'en France ou en Italie. Et en fait, cette flotte pourrait se déplacer sur le continent européen pour pouvoir justement intervenir. Alors, chaque pays, bien entendu, aurait ses propres bombardiers, mais l'Europe serait en capacité de fournir des avions supplémentaires. Et puis, dans un esprit plutôt de marché public, il est plus intéressant d'acheter plusieurs avions qu'un seul parce qu'effectivement, vous avez solution de négocier les prix. Donc, c'est aussi ça, hein, la démarche, c'est de dire créons une flotte européenne de bombardiers d'eau qui permettrait à chaque État, à chaque nation de cette Europe de pouvoir lutter efficacement contre ces gros feux de forêt. Parce que là, je vous dis, cet été, et on ne sera pas les seuls, hein, l'Espagne, le Portugal, l'Italie sera confrontés aux mêmes situations parce que c'est aussi des pays qui ont été confinés et puis c'est aussi des pays où ils ont des massifs forestiers conséquents et c'est aussi des pays où la sécheresse est déjà omniprésente. Alors, avant que j'arrive à ma dernière question, je me permets juste de rebondir parce que vous avez parlé d'Europe. Juste sur une question très précise, mais parce qu'elle est importante, j'ai pu recevoir des alertes de sapeurs-pompiers qui disaient qu'il y avait une difficulté posée par la transcription d'une directive européenne, notamment sur l'organisation du temps de travail, sur le statut des pompiers volontaires. Est-ce que vous pouvez juste me dire deux mots là-dessus? C'est ce que je vous dis dans le propos que j'ai eu avec vous ce soir. J'expliquais la sollicitation des pompiers volontaires. Il y a une directive, donc la directive européenne du temps de travail, la fameuse DETT de 2003, que la France a écrite. Il faut le rappeler aussi, c'est quand même la France qui est à l'origine de la rédaction de ce texte et qui date de 2003, n'est toujours pas appliquée en France. Sauf que l'organisation de la sécurité civile en France repose essentiellement sur le volontariat et cette directive met à mal cette organisation basée sur le volontariat puisqu'elle fait reconnaître un statut de travailleur, de sapeur-pompier volontaire, de par leur implication. Aujourd'hui, on a des sapeurs-pompiers professionnels qui ont dû poser des RTT de façon obligatoire. Enfin, ils n'ont pas posé, on leur a posé obligatoirement des RTT parce qu'on a mis des pompiers volontaires en garde à leur place. Et dans le même temps, nos autorités de tutelle nous disent qu'il ne faut absolument pas que le sapeur-pompier volontaire soit reconnu comme un travailleur. Je suis désolé, on les fait remplacer, on les fait travailler à la place de pompiers professionnels. Alors certes, ça coûte moins cher, hein, encore une fois, c'est une logique financière. Hein. Mais par contre, derrière, il ne faut pas qu'ils soient reconnus travailleurs. Attendez, vous expliquez comment ne pas être reconnu comme travailleur lorsque vous remplacez quelqu'un pour qui c'est son métier. Donc, le débat, il est là en fait. La DETT, effectivement, on demande qu'elle soit transcrite en droit français sur le territoire national pour que les sapeurs-pompiers volontaires soient toujours présents, soient toujours engagés avec nous, mais à un moment donné, pour qu'on se rende compte qu'ils font un véritable métier quoi, et qu'on puisse garantir leur sécurité. Vous avez des pompiers volontaires et trop souvent qui font beaucoup de gardes postés comme un professionnel. Alors, dans la majorité des territoires, ils sont plutôt chez eux avec un bip et dès que le bip sonne, ils partent. Donc, ils sont quand même dans une situation plus en retrait, de repos à la maison, avec un sélectif à la ceinture. Et dès que le bip sonne, ils rejoignent la caserne, ils s'habillent, ils partent. Voilà. Ça, c'est l'organisation, je dirais, à 80% sur le territoire. Mais vous avez beaucoup de pompiers volontaires dans les casernes à garde postée, à garde mixte, avec des professionnels qui effectuent des gardes. Et pour le coup, là, ils sont vraiment sur un temps de travail. Donc, on ne peut pas dire ne les reconnaissez pas comme des travailleurs, alors que derrière, on leur impose en plus, parce que quelque part, dans certains se disent, c'est même écrit dans un règlement intérieur, qu'ils doivent effectuer des gardes, qu'ils doivent effectuer un certain nombre d'astreintes, et ainsi de suite. Donc, on leur impose des choses et on leur dit derrière, non, non, mais vous n'êtes pas reconnu travailleur. Sauf que le gars ou la fille qui fait sa garde repart dans la foulée au boulot parfois. Donc, où est le repos? Où est la récupération physique, psychologique? Enfin, voilà. Et derrière, on arrive à des situations parfois dramatiques. Donc, il faut juste remettre un peu d'ordre. La France a écrit cette directive. Il faut la lire complètement. Elle n'est pas assassine, elle n'est pas dangereuse. Il faut juste la mettre en place de façon pragmatique. Elle est très bien écrite parce que nous, on l'a relue en long, en large et en travers. Il faut arrêter de faire la démagogie. Il faut reconnaître que le sapeur-pompier volontaire, il peut être là, on a besoin d'eux, mais à un moment donné, ils sont comme nous. Ça reste des hommes et des femmes qui ont besoin de repos, qui ont besoin de repos psychique, psychologique et qui ont besoin un peu de retraite. Il faut arrêter des sursollicités. Parce que là aussi, quand on dénonce la sursollicitation, dans certains secteurs, on n'a plus suffisamment de pompiers volontaires. Donc, les pompiers pros font excessivement de garde, plus que de raison, et dépassent leur temps de travail annuel. Alors, ils récupèrent, ils sont payés, peu importe. Mais voilà, nous, on préférait qu'on embauche des gens parce qu'on a besoin aussi de ressources et de bras.
parce qu'encore une fois, je vous dis, on fait un métier physique, mais les sapeurs-pompiers volontaires, on les sursollicite aussi. Donc, à un moment donné, on ne peut pas dire ne soyez pas dans le statut de travailleur, alors qu'en fait, on leur fait. Il y a des pompiers volontaires qui font quasiment plus que de certains professionnels, hein. Pour être honnête avec vous, on a des situations de dérive comme ça qui sont inacceptables, quoi. D'accord. Merci pour cette précision européenne. Voilà, ma dernière question, pareil, vous y avez un peu répondu dans votre propos, mais je ne veux pas en rajouter parce que vous disiez vous-même, dans le post-confinement, on va être très sollicité avec un continuer à suivre des cas Covid, des interventions plus traditionnelles, entre guillemets, qui vont revenir. Mon interrogation, c'était, on va avoir le déconfinement. Est-ce que vous voyez une place particulière pour les pompiers dans le déconfinement, pour aller jusqu'au bout de ma logique? Est-ce que, par exemple, les pompiers peuvent être sollicités pour des opérations de dépistage, ou est-ce que vous considérez qu'ils vont déjà avoir beaucoup, ce que je peux très bien entendre, hein, qu'ils vont déjà avoir beaucoup, beaucoup, et que pour l'instant, l'enjeu, ça va être d'abord de se concentrer sur les missions qu'ils exercent déjà? Alors, les sapeurs-pompiers sont déjà sollicités en fait sur une sortie de crise, puisque on a certaines casernes en France qui sont déjà sollicitées pour aller faire du dépistage dans les EHPAD, parce que là aussi, le personnel de santé n'est plus suffisamment, je dirais, nombreux et déjà très occupé sur les cas beaucoup plus graves. Donc, du coup, on fait appel aux pompiers. Donc, c'est les pompiers aujourd'hui dans certains endroits qui font du dépistage. Ce sont les pompiers qu'on sollicite effectivement pour je le dis, hein, c'est des missions qui ne sont pas forcément les nôtres, hein. Donc voilà, l'après, il est déjà en route, j'ai envie de dire, quelque part. L'anticipation, elle est déjà là et on est déjà sollicité sur des missions qui ne sont clairement pas dans notre giron d'intervention, quoi. D'accord, ok. Bon, ben, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Je ne sais pas s'il y a un élément qu'on a oublié que vous vouliez ajouter ou si vous avez l'impression qu'on a bien fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Encore une fois, je vous dis, moi, bon, je conclurai par l'humain. Il faut vraiment qu'on remette de l'humain au sein de toutes ces organisations-là, que les services travaillent entre eux, que les ministères travaillent entre eux et qu'on sache réellement demain ce qu'on veut offrir, ce qu'on veut prévoir comme réponse de santé, comme réponse de sécurité civile en France. Très bien, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. On vous souhaite beaucoup de courage parce que vous êtes en première ligne, vous et vos collègues. On vous remercie pour tout ce dévouement et cette mobilisation exemplaire. Et je pense que c'est vrai qu'on ne l'a peut-être pas assez dit pour les sapeurs-pompiers, les agences du SDIS, donc c'est important de le dire. Merci beaucoup, bon Merci. courage et à Merci à bientôt. vous.